Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Pour ce deuxième numéro consacré à la Méditerranée, nous allons traiter d'un sujet qui nous concerne tous au quotidien et qui est au centre des enjeux de demain. Je veux parler de la nourriture et face à ces enjeux, nous sommes tous dans l'expectative. Et pour nous mettre sur la voie, les 15 et 16 septembre, Aix-Marseille Université convie au MUCEM et à la Criée divers universitaires spécialistes lors de la 4e édition du Festival du Jeu de Loie intitulé « Se nourrir en Méditerranée ». Pour Marilyn Crivello, vice-présidente d'Aix-Marseille Université, conceptrice du festival Jeux de Loie et coordinatrice de la mission interdisciplinarité, il s'avère primordial de décloisonner la science pour pouvoir espérer répondre aux défis. Alors ce festival, l'objectif c'est de positionner en fait l'université dans la cité, c'est-à-dire ouvrir les laboratoires, ouvrir la science, permettre des rencontres finalement autour d'un certain nombre de sujets et éviter que les chercheurs soient dans leur laboratoire et qu'ils puissent discuter avec tout public. Ce qui est important aussi, c'est que les étudiants de toutes les disciplines et les chercheurs de toutes les disciplines puissent se rencontrer à un moment donné dans l'année. Aix-Marseille Université, c'est toutes les disciplines, c'est-à-dire que ça va de l'astrophysique à la médecine, au droit, aux arts, aux sciences humaines, à l'économie. Donc en fait, il faut faire du lien entre toutes ces disciplines parce que aujourd'hui, pour résoudre des problèmes complexes comme les questions alimentaires, l'urgence climatique, le vieillissement, c'est pas une seule discipline qui va pouvoir s'emparer du problème. Il faut que les gens soient ensemble et travaillent ensemble pour essayer finalement d'aborder ces problèmes qui sont très complexes et qui nécessitent plusieurs points de vue. Donc ce festival, c'est un des dispositifs pour permettre ces rencontres. Manger est un acte complexe et si la façon dont nous allons nous alimenter au cours des années futures nous préoccupe, comment ne pas s'intéresser au mode d'alimentation de nos ancêtres ? Estelle Hercher, paléoanthropologue, nous présente les grandes étapes de l'histoire qui ont pu modifier l'alimentation de l'homme. Et à Marseille, l'exemple est facile à trouver. Par exemple, pour Cosquer, on est à moins 30 000, moins 20 000 ans. Ça s'appelle le paléolithique. Donc ces groupes humains, on est déjà sur du sapiens. On va oublier pour aujourd'hui les anciennes humanités, on va se centrer sur Homo sapiens, c'est déjà beaucoup à dire. Et donc ces hommes du paléolithique, on les qualifie de chasseurs-cueilleurs. Donc ils ont un rapport à l'environnement, vous comprenez tout de suite, qui est le sauvage. Et puis ces chasseurs-cueilleurs, ils sont nomades. Alors une des étapes importantes dans l'histoire de l'alimentation des hommes, ça va être un événement majeur qui va se dérouler au néolithique, donc on est vers moins 10 000 ans, dans le croissant fertile, en Mésopotamie, où va avoir cette invention de la domestication des espèces végétales, donc c'est le début de l'agriculture et des espèces animales. Et cette invention, elle va diffuser avec un laps de temps assez important, elle va aller jusqu'aux confins de l'Atlantique, de l'Europe de l'Ouest. Et donc elle va gagner déjà l'Anatolie, elle va gagner ensuite les Balkans, et puis des Balkans, elle va utiliser deux voies de diffusion, une voie terrestre en remontant par le Danube et par l'Europe centrale, et puis une voie plutôt maritime en utilisant du cabotage, des embarcations, et va arriver sur les rives nord de la Méditerranée avec l'Italie, le sud de la France et puis l'Espagne. Et donc à partir de l'étude de squelettes, on peut savoir un petit peu ce que mangeaient les hommes préhistoriques ? Oui, l'archéologie a à sa disposition de différents outils, et notamment les outils isotopiques. Donc on est dans le grand versant de l'archéométrie, et les outils isotopiques sont principalement deux éléments qui sont le carbone et l'azote, à partir desquels on peut tirer différents types d'informations. Avec le carbone, on peut justement voir dans ce contexte méditerranéen la contribution des ressources marines et des ressources terrestres, essayer de voir si, quand on est proche de la mer, on va manger plus de poissons marins ou pas. Et puis, à partir de l'azote, on va essayer de voir les populations qui sont plus tournées vers une consommation importante des ressources animales et celles qui sont plutôt tournées vers des ressources végétales. Et grâce à l'analyse du contenu chimique des ossements, l'on peut ainsi restituer une image de l'alimentation à l'échelle individuelle et recueillir quelques bribes de cette alimentation du passé, et notamment dans le contexte de la Méditerranée. Au fil de l'histoire de l'humanité, l'alimentation a toujours revêtu une place centrale et la Méditerranée est même devenue un laboratoire de l'alimentation. Depuis les années 70, ce que l'on nomme régime méditerranéen,
est d'ailleurs reconnu pour ses bienfaits sur la santé, comme le précise le nutrigénéticien Jean-François Landrier. On entend souvent parler du régime méditerranéen, mais je pense que ce n'est pas forcément le meilleur terme. Et moi, je préfère le terme diète méditerranéenne, parce que finalement, dans le concept de diète, ça inclut non pas uniquement ce qu'on a dans l'assiette, mais également la façon de le consommer, et notamment toute la dimension sociale de l'alimentation. Le fait de manger, c'est un acte utilitaire, je vais dire, pour apporter des nutriments, mais c'est aussi un acte social. Et finalement, dans la diète méditerranéenne, il y a vraiment cette dimension sociale de l'alimentation qui est extrêmement importante. Et puis au-delà de cet aspect social, dans le concept de diète méditerranéenne, on inclut aussi également le fait de pratiquer de l'activité, le fait d'avoir un sommeil de qualité, de se reposer, d'avoir des activités ludiques. Donc au-delà vraiment du simple contenu de l'assiette, la diète méditerranéenne correspond vraiment à un style de vie, un art de vie qui est quelque part en train de se perdre dans un certain nombre de pays. On observe quand même une moindre adhérence à cette alimentation méditerranéenne, et malheureusement ça se fait au profil d'une mondialisation de l'alimentation, et on perd un peu les bases traditionnelles, on va dire, de cette alimentation méditerranéenne pour aller sur des alimentations beaucoup plus riches sur le plan énergétique et donc beaucoup moins favorables sur le plan de la santé. Et par le biais des échanges commerciaux, certaines denrées qui n'avaient pas été à l'origine domestiquées en Méditerranée sont devenues de véritables emblèmes du bassin méditerranéen. Le nutrigénéticien Jean-François Landrier nous explique. Alors parmi les marqueurs finalement de cette diète méditerranéenne, il y a bien évidemment les fruits et légumes qui sont vraiment la composante primordiale et principale de cette alimentation méditerranéenne. On pense évidemment à l'huile d'olive aussi, qui est vraiment un marqueur classique de cette alimentation méditerranéenne. Et alors, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, la tomate est devenue un peu l'emblème de ce régime méditerranéen. Pourtant, c'est pas du tout un fruit endémique, c'est un fruit qui a été introduit et qui provient des Amériques, qui a été introduit en Europe et dans le bassin méditerranéen au XVIe siècle. Et malgré ça, cette tomate est devenue un peu l'emblème de cette diète méditerranéenne. Alors c'est vrai que cette tomate présente un certain nombre d'effets santé, et on sait maintenant que la consommation de tomates régulière est associée à tout un tas de bénéfices sur le plan de la santé cardio-métabolique notamment. L'alimentation est plus que jamais un enjeu de société, et les vertus de ces composantes de l'assiette méditerranéenne, légumes, légumineuses, fruits à coque, céréales, régulièrement relayées dans les médias. Avec les effets du changement climatique, le contenu de notre assiette dans les prochaines années fait partie des sujets régulièrement abordés par les spécialistes. Évoquer la question de l'alimentation en Méditerranée amène à s'interroger sur la sécurité alimentaire, une notion définie en 1987 par le Sommet mondial de l'alimentation de Rome, comme nous le rappelle Hélène Lemaître-Curie, adjointe au directeur de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. Alors, cette sécurité alimentaire, elle est confrontée à différents obstacles dont on va effectivement parler dans cette table ronde toute l'après-midi, qui peuvent d'ailleurs différer d'une région à l'autre de la Méditerranée. On en identifie en fait 6 principalement, 6 défis à cet objectif en fait, mondial de sécurité alimentaire. Le premier obstacle, c'est l'explosion démographique. On en parle régulièrement, on le sait. Au niveau mondial, la population augmente de manière assez exponentielle, et évidemment, l'une des questions, c'est de nourrir toute cette population mondiale, ce qui implique logiquement d'augmenter la production agricole. Si ce n'est que, et c'est encore une fois quelque chose dont on va reparler, l'agriculture, et notamment l'agriculture traditionnelle et intensive, a des répercussions importantes sur les sols, en matière d'eau. Il y a tout un tas de difficultés autour de cette production agricole classique, donc il faut aussi retravailler cette notion. Le deuxième obstacle, ce sont les épidémies. Les épidémies qui ont évidemment un impact sur des impacts alimentaires et agricoles. On l'a aussi vécu en Europe, notamment, mais à travers le monde également, avec la crise Covid. Flamber les prix, indisponibilité des personnels, etc. etc. Évidemment, les guerres, troisième obstacle à cette sécurité alimentaire, ce sont évidemment les guerres. La guerre en Ukraine
a des répercussions, on le voit depuis déjà un peu plus d'un an, d'accès notamment à certaines matières premières, mais avec aussi une augmentation des prix assez importante. Il y a un autre obstacle auquel on est confronté pour assurer justement cette sécurité alimentaire, c'est la question de l'indisponibilité des terres agricoles. Les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer ont de grosses difficultés aujourd'hui à trouver justement des terres. Donc il y a des associations, notamment des associations de protection de l'environnement qui facilitent, qui achètent les terres, qui les mettent à disposition, qui les louent aux jeunes agriculteurs sous condition que ce soit par exemple exploiter exclusivement l'agriculture biologique. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais l'accès aux terres agricoles est une grosse difficulté, sans parler de la question de l'accaparement des terres sur certains territoires, notamment par certains États. Un autre frein à l'accès à une alimentation saine, c'est évidemment le pouvoir d'achat, l'inflation. Évidemment, le manque de moyens financiers ne permet pas d'accéder à des denrées de qualité, mais d'accéder aussi à des denrées tout simplement. Mais donc d'accéder à des denrées de qualité aussi, notamment à cause des prix. Il y a une étude qui a été publiée récemment, là, en juillet dernier, qui montre que le chiffre d'affaires des produits bio, de l'alimentation biologique, labellisée, donc bio, est passé en dessous de la barre de 4% en grande distribution. C'était une étude uniquement sur la vente en grande distribution, c'est du jamais vu depuis 2018. Et ça pose la question de la mise en péril de toute une filière en réalité. Le dernier obstacle, qui n'est pas des moindres d'ailleurs, ce sont les atteintes à l'environnement. Pour comprendre l'impact de la perte de la biodiversité sur l'alimentation, écoutons l'analyse d'Irène Texidor-Toneux, ethnoécologue à l'IMBE, l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Les abeilles et d'autres insectes sont indispensables pour la pollinisation, donc pour assurer que les fleurs des différentes plantes deviennent des fruits et des légumes notamment. Et donc sans abeilles, et pas que l'abeille domestiquée, mais aussi, comme je disais, tout un tas d'autres insectes sauvages sont indispensables pour pouvoir nous nourrir. Et donc, avec l'utilisation des pesticides, on rentre dans un cercle vicieux où on endommage l'environnement et on crée des problèmes pour le bon fonctionnement des agrosystèmes. Les productions agricoles dépendent d'une santé des écosystèmes qui est liée à la diversité de ces écosystèmes. Donc, on va avoir une diversité dans le sol, d'insectes, de micro-organismes du sol, une diversité végétale dans les forêts, dans les prairies, etc. Et cette diversité, cette biodiversité va rendre des services de régulation, des services de soutien des systèmes agricoles, et donc elle est indispensable pour assurer la production agricole. D'autant plus, on a la biodiversité sauvage qui fournit ces services, mais on a aussi la diversité cultivée, ce qu'on nomme l'agrobiodiversité. Et cette agrobiodiversité, une diversité d'espèces qui sont cultivées, mais aussi de variétés qui sont cultivées, est aujourd'hui juste un quart de celle qu'on avait il y a un siècle. Donc on en a déjà perdu énormément, avec un impact assez important pour l'adaptation des systèmes agricoles au changement climatique, par exemple. Donc le changement climatique, on est en train de le voir, change les régimes de pluie et les variétés homologuées plus standards qui produisent beaucoup de rendement ne sont pas adaptées. Et pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques qu'on a aujourd'hui, on peut partir de la base de cette agrobiodiversité, de ces variétés autres qui vont nous fournir génétiquement des outils pour s'adapter. Parmi les conséquences du réchauffement climatique, la pénurie en eau qui touche plus particulièrement l'espace méditerranéen, ce que souligne Nicolas Roche, chercheur en géosciences de l'environnement et chargé de mission Objectifs de développement durable. Toutes nos activités sont liées à l'usage de l'eau et on s'aperçoit que là aussi l'aspect qualitatif est encore plus important que l'aspect quantitatif parce qu'on ne peut pas utiliser de l'eau
de mauvaise qualité selon l'usage qu'on a. Déjà, on voit que par rapport à la notion de planète bleue, et on voit ce que ça représente, qu'on est en fait que sur une simple pellicule. Hein. En fait, c'est l'écorce d'une orange. Hein. L'eau sur la Terre, c'est l'écorce d'une orange. À côté de ça, vous voyez une planète un peu plus petite, c'est les glaces et glaciers. Hein, là aussi, une disponibilité assez limitée, ne serait-ce parce que l'essentiel se trouve au pôle, hein, dans les deux pôles. Donc vous voyez qu'il reste une troisième planète que vous voyez en bas, la toute petite planète, c'est les lacs et les rivières. Donc voilà, ça c'est l'eau disponible, et avec cette petite planète ici, on doit nourrir et réguler les activités de 8 milliards de personnes sur la planète. Et pour Nicolas Roche, il est important de sensibiliser le grand public à la gestion de l'eau, et notamment la notion d'eau verte et d'eau bleue. Si on regarde ces précipitations sur la Terre, on va distinguer celles qui vont être directement utilisées par la nature, notamment par les végétaux, c'est ce qu'on appelle l'eau verte, hein, c'est ce qui va permettre de faire pousser des arbres, les prairies, et celle qui va alimenter les nappes, les rivières et les lacs, et celle qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle l'eau bleue. Si je regarde de manière un peu plus précise maintenant, si je regarde ce qui se passe au niveau de l'eau bleue, et que je m'aperçois qu'une grande partie de ces 38 litres, 27 litres, partent dans les crues et les inondations, donc sont très peu valorisables. Elles ont un rôle écosystémique, elles ont certains avantages, mais c'est beaucoup. Et qu'est-ce qui reste? Il va rester 8 litres qu'il faut absolument maintenir pour nos écosystèmes, parce qu'on ne peut pas assécher tous les ans nos lacs et nos rivières, ne serait-ce que pour maintenir leurs activités, pour maintenir la biodiversité. Et on va voir qu'au niveau de la planète, on va utiliser 2,3 litres pour l'agriculture, je vous rappelle 8 milliards de personnes à nourrir, 0,6 litres pour les activités urbaines et domestiques, et 0,6 litres pour les activités industrielles. Donc vous voyez, alors comment on fait pour s'en sortir? Et bien heureusement que la nature est là, heureusement que la nature est là, et heureusement que la nature donne ce qu'on appelle des services écosystémiques, qui nous arrange bien. Et si on regarde sur les terres irriguées à l'heure actuelle sur la planète, on est à 85% de la production agricole qui ne provient pas de terres irriguées artificiellement, donc qui proviennent de prairies naturelles, d'arrosage fluvial, etc. Et ça, si on regarde ce que ça représente quand même de l'ordre de 15 litres d'eau par an. Alors comment faire face aux multiples défis liés au changement climatique? Hélène Lemaître-Curie nous livre quelques pistes. On travaille beaucoup sur la territorialisation des solutions, le fait de travailler sur des solutions qui sont adaptées à chacun des territoires, qui vont être capables de valoriser à la fois les connaissances traditionnelles et puis les connaissances les plus modernes, de faire appel aussi bien aux technologies digitales, à l'information géographique qu'aux recettes d'hier et aux savoirs traditionnels d'hier notamment, pour gérer l'eau. Donc savoir comment est-ce qu'en fait on est capable d'accompagner cette innovation locale, et on essaye avec des équipes de recherche et de développement de travailler dans les villages avec les agriculteurs pour anticiper les changements de demain, arriver avec eux à concevoir, à tester, à modéliser la façon dont on peut s'adapter à ces systèmes au niveau local. Et à partir de la production, de travailler jusqu'au consommateur. Je ne pense pas qu'on peut inventer les systèmes de demain sans s'intéresser à la consommation et à l'ensemble de chaînes de valeur qui soient plus résistantes sur les territoires. Hélène Lemaître-Curie, qui est également docteure en politique publique, insiste aussi sur l'importance de la prévention dans la gestion des crises. Et je voulais juste conclure en revenant à la question non seulement de la disponibilité ici en céréales, mais aussi de l'accès. On sait que quand il y a des grandes crises alimentaires, ce ne sont pas toujours les populations urbaines qui vont être les plus touchées, ça peut aussi être les populations rurales sur lesquelles on a des vrais problèmes d'infrastructures, de niveau de revenus, qui vont dans des situations catastrophiques rendre très difficile l'accès à l'alimentation. Alors, il reste le droit pour faire face aux défis, mais beaucoup de chemin reste encore à parcourir, selon Virginie Mercier, professeure de droit privé et directrice de l'Institut de droit de l'environnement et du développement durable. Alors, si on regarde le droit international public, les réponses sont quand même pas très très positives parce que il n'existe pas à l'heure actuelle de cadre juridique international général contraignant qui placerait justement la sécurité alimentaire durable au cœur des actions des États. En fait, on est en présence en la matière d'un vide juridique. Il n'y a pas d'accord de droit international économique, universel, général et contraignant en la matière.
Alors, on a des accords multilatéraux et bilatéraux, mais qui sont uniquement orientés sur des enjeux économiques. C'est le cas des accords négociés par l'OMC notamment, ou les accords bilatéraux comme le CETA, qui est quand même extrêmement critiqué. Ce festival du jeu de loi, qui a proposé des conférences, projections, ateliers, a été aussi l'occasion de participer à des séances de dégustation et apprécier les produits du terroir, comme l'huile d'olive bio du domaine La Michelle à Auriol, représentée par Jean-François Margier. Donc là, aujourd'hui, en fait, je suis là pour un petit peu, dans une approche pédagogique, pour que les gens découvrent les divers fruités qui existent en matière d'huile d'olive. Il n'y a pas une huile d'olive, mais un petit peu comme les vins, il y a plusieurs huiles d'olive différentes en fonction des variétés, mais aussi en fonction de la manière de travailler la matière première. Alors il faut maintenir le cap de la promotion de l'agriculture durable. C'est l'un des enseignements de ces 2 jours consacrés à l'alimentation en Méditerranée. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.